Je suis en train de dire que, qu'il veut ou pas, il va libérer nos prisonniers. Hey, semaine à Javivinto. Bonsoir les gars, c'est le Noman 228, l'unique Noman. Il va libérer nos prisonniers. Mais bon, voilà, on ne sait pas quand. Puisqu'il a fait un discours et les panafricains sont venus faire chose, mettre la pression au niveau de la conférence. On verra s'il va les libérer ou pas. Franklin dit qu'il a aussi parlé avec les autorités togolaises sur ces questions-là. Oui, mais sa posture ne peut pas encourager le régime togolais à libérer les prisonniers. Parce que ce régime-là, quand vous allez pacifiquement, d'une manière, je dirais, civilisée vers eux, pour eux, c'est une preuve de faiblesse. Vous faites acte de faiblesse devant les gros dossiers. Il faut aller d'une manière forte, comme Baleka l'a fait. C'est ça qui peut faire bouger les choses. Oui, c'est. Bien, alors, j'achève ma dernière question à vous, mon colonel. Et comme ça, je l'achève avec vous. Après, je prends Dr Cyril et j'achève ma question avec lui. Bien, alors, je reviens sur la question sécuritaire, le déploiement sécuritaire à Lomé. C'est ma dernière question. À votre avis, nous avons parlé de ce déploiement sécuritaire à Lomé lors du 9e congrès panafricain. Ce déploiement est-il pour le régime une démonstration de force qui lui donne un avantage à court terme ou plutôt un signe de fragilité qui renforce la défiance à moyen terme? Doyen, écoutez, ça c'est un signe de fragilité. Vous voyez, ce déploiement, aux yeux de l'opinion, montre qu'il y a un malaise dans le pays. Et que les relations entre le système qui règne au Togo et les populations, c'est des relations qui ne sont pas bonnes. Quand vous arrivez dans un pays, il y a une présence militaire partout comme ça là. Cela veut dire que le système même se trouve dans une zone hostile. Vous savez, quand les militaires se préparent pour aller dans une zone, pour une opération, il y a ce facteur-là qui est important. Quel est l'état d'esprit de la population? Est-ce que la population, elle est favorable ou elle est défavorable? Mais quand un expert arrive au Togo et voit la présence militaire partout, à un jour ouvrable comme ça, cela veut dire que le pays ça ne va pas. Et quand c'est comme ça sur le plan économique, certains investisseurs voient en même temps que le pays est fragile, il faut partir. Donc, tout ce que le régime fait là, tout ce que nous, la population, nous les obligeons à faire, cela démontre qu'ils sont fragiles. Et nous devons continuer dans ce sens pour qu'ils montrent aux yeux de tout le monde cette fragilité. Vous savez, ce qu'on appelle la résistance, c'est ça. C'est notre résistance qui amène le système à commettre des erreurs. Et ça, c'est à notre avantage. Donc, dans un moyen ou dans un court terme, beaucoup de choses peuvent se passer au Togo. C'est pour cela, eux, ils prennent des dispositions pour anticiper. Pour le moment, ils comptent sur cette cohésion, je dirais pas une cohésion forte, cette cohésion de façade de l'armée togolaise. Voilà, puisque c'est l'armée qui leur permet de continuer par gouverner.
C'est ça. Et moindre chose, ils sortent le matériel pour faire peur, pour dissuader, pour coincer les Togolais. Et puis, si les Togolais résistent dans la rue, la répression, tout le monde sait ce que c'est. Oui. Voilà, cela peut amener les Togolais à développer d'autres stratégies pour venir à bout de ce régime. Le reste là, c'est la persévérance, le courage et la témérité. Voilà, j'en ai fini. Merci mon commandant, vous n'avez pas encore fini votre mot sur le M66. Et le M66, les 4 jeunes qui constituent le fer de lance de ce mouvement, il faut les encourager. Moi, quand je les vois, visiblement, je suis satisfait. Je suis satisfait d'eux. Et c'est des gens qui sont prêts à tout moment, à tout instant, à aller jusqu'au bout. Et c'est des jeunes sur qui nous, on compte. Nous savons que si demain la stratégie change, ils seront là. Ah oui. Voilà. Ils seront là. Donc, il faut les encourager. Et moi, je les félicite. Et je demanderai à tout le Togo d'être derrière eux, parce que c'est eux qui constituent maintenant je dirais le fer de lance de notre lutte qui date de plusieurs années. Des jeunes qui n'ont pas 40 ans, qui sont énergiques. Et je demanderai à tous les leaders d'opinion dans notre pays de leur apporter le soutien. Parce que c'est pour nous tous, ils font ce combat. Ouais. Et ils n'ont pas d'assertion, ils n'ont pas de considération que toi tu viens d'ici, toi tu viens de là. Ils font ce travail-là uniquement pour le Togo, pour nous tous. Et ça, c'est à encourager. Merci. Merci, commandant. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre live. Ma dernière question à Dr Cyril est celle-ci. Selon vous, Dr Cyril, pour clore ce débat, du point de vue du régime de Faure Gnassingbé, le 9e congrès panafricain doit-il être considéré comme une réussite politique ou au contraire comme un échec symbolique et moral? J'ai écouté le Premier ministre, appelons-le quand même comme ça, son Excellence, Monsieur Classou Selom, dire que c'est une réussite, parce que c'est lui qui a fait l'allocution de clôture du Congrès. Non, mais il l'a fait en tant que président de l'Assemblée nationale, et il fut Premier ministre, et il ne l'est plus maintenant. Donc du coup, le régime a ses critères à lui, le régime a ses critères d'appréciation sur le plan politique. Je resterai volontairement prudent, même si je connais bien la réponse sur le plan politique. Je resterai quand même volontairement prudent parce que sur le plan politique, tout dépend du narratif que l'on construit. On verra dans les jours qui viennent quel est le narratif qu'ils vont construire et servir cela au Togo et puis aux Togolais et puis aux Africains, au monde entier, que ça a été un congrès panafricain réussi. Mais moi aussi je voudrais emboîter le pas à mon aîné le commandant en disant que on sait là où se trouve maintenant définitivement leur force, là où leur faiblesse. Leur force, ou ce qu'ils veulent vraiment mettre en avant comme leur force, c'est la recherche de la légitimité sur le plan international, sur le plan politique, sur le plan géopolitique. Que le M66 ne faiblisse pas.
que le M66 ne soit pas désarmé, ne court pas les chines, et nous serons là pour les soutenir, pour les soutenir en définitive, pour qu'ils puissent continuer à saper. Quand j'utilise ce verbe-là, j'insiste beaucoup là-dessus. Il faut saper l'image internationale. C'est ce que j'ai conceptualisé et que j'ai partagé. Et que j'ai partagé avec vous à maintes reprises depuis que j'interviens sur votre panel ici, qu'un régime comme ça, un régime narcissique comme ça, l'une des armes qui les affaiblissent, c'est la délégitimation morale. Et ça, on a toujours réussi ça. Et il faut continuer toujours à créer un contraste entre l'extérieur et l'intérieur. Et là, le tombeau blanchi dont j'ai parlé au tout début, le tombeau va s'effondrer définitivement. Vous savez, je suis né à Lomé, dans le quartier Côte-d'Ivoire, mais à un moment donné, j'ai grandi au village. Et vous saviez, là où on apprenait les leçons des fois, ou bien là où on allait s'amuser, on jouait à conto, des trucs comme ça, c'est souvent sur des tombes. C'est souvent sur des tombes parce que là, c'est cimenté, on peut jouer, des gens connaissent ce qu'on appelle la conto, donc des trucs comme ça. Et vous êtes sur une tombe comme ça, et puis tout de go, ben voilà, la tombe s'effrite, la fosse s'effondre. Donc, que le M66 continue au fait à saper, à délégitimer, et nous les soutenons. Donc, on verra dans les semaines qui viennent comment est-ce qu'ils vont construire, orienter leur narratif. Mais le commandant dit quelque chose sur lequel je reviens très rapidement. Je note toutefois au passage un fait troublant. On dit que c'est un congrès panafricain porté conjointement par l'Union africaine et le Togo. Mais aucun chef d'État africain n'a fait le déplacement officiel, à titre officiel au Togo. Ouais. On a pris des gens, des ministres venus de l'AES, et puis quelques délégations qui sont venues du Brésil, de la Colombie, etc. Et ça suffit, par exemple, au professeur Nyamsi pour dire: mais est-ce que c'est vous qui êtes plus panafricaniste que le ministre Abdoulaye Diop? Est-ce que c'est vous qui êtes plus panafricaniste que ceci et cela? Non. Un congrès de cette envergure qui ne voit pas la participation à titre officiel des chefs d'États africains me pose énormément de problèmes. Donc ce silence diplomatique-là doit être vraiment interrogé. Maintenant, sur le plan intellectuel, moral et symbolique, j'ai quand même passé un peu de temps en monopolisant par moment aussi le temps pour vraiment démontrer que sur le plan scientifique, il n'y a rien là-dedans. C'est pas que les communications n'ont pas été intéressantes, mais il n'y a pas le notaire n'a pas apposé, ne pourra pas apposer sa signature. Donc le reste, c'est de la forfaiture intellectuelle, c'est de l'escroquerie intellectuelle. Ça, il faut le souligner. J'observe aussi au passage qu'un congrès de cette envergure se soit tenu au Togo avec une participation extrêmement marginale de chercheurs universitaires togolais. On a de grands philosophes togolais, on a de grands sociologues, de grands historiens, des hommes et des femmes de droit. Pratiquement personne n'a eu à participer au fait à ce congrès-là. Ça dit beaucoup de choses. Quand on va à un congrès, on valorise les connaissances, on valorise les ressources intérieures, internes au pays. À part ceux qui sont intervenus, plus précisément le professeur Kako Mboubo, les autres, est-ce que vous les connaissez comme étant réellement des intellectuels universitaires? Or, il y a de jeunes universitaires qui ont le master, qui sont capables d'aller présenter leurs travaux. Un congrès de cette envergure, on y va en présentant des travaux que l'on a réellement faits. On ne prend pas des gens juste pour aller raconter, annoncer, dire de n'importe quoi. Non, c'est pas pour venir faire du show. Un congrès, c'est plus sérieux que ça. Enfin. Mais il y a un point qui me préoccupe beaucoup. Ce congrès aura été tout sauf panafricain dans son esprit. Ce congrès a mis au grand jour ce que l'on peut définitivement appeler un pseudo-panafricanisme d'État. Et c'est regrettable. Ce régime dévoie, ce régime détourne les symboliques, les symboles, même jusqu'à en dévoyer les symboliques
du panafricanisme qui reste, quoi qu'on dise, un idéal noble. Ça, notre régime, tout ce à quoi notre régime touche depuis un certain moment devient de la malédiction. Tout ce à quoi le régime touche depuis un certain moment devient de la malédiction. Ce combat-là ne doit pas être uniquement le combat de la jeunesse togolaise, du peuple togolais. Ça doit être un combat à l'échelle continentale. Que des régimes voyous, que des régimes de gangsters, que des régimes de ce type barbare-là ne s'accaparent pas des symboles, des symboliques forts du panafricanisme et détournent cela. Tout simplement parce que il y a un narcissique, il y a un psychopathe, quelque part, ils sont nombreux d'ailleurs dans ce régime-là, qui veulent se donner une bonne image au niveau international, alors que mon peuple, notre peuple est en train de souffrir, notre peuple est opprimé. Voilà mes derniers mots. Et docteur Cyril, avant de vous laisser partir, puisque j'ai posé la question au commandant sur le M66, je vais vous poser aussi une question. Et puis, vous avez fait allusion à M66, vous avez parlé de ce groupe-là, de ce groupe de combattants qui font un grand travail pour le Togo, pour le peuple togolais. Maintenant, la question que je vais vous poser. Il y a un évêque ou un archevêque extraordinaire qui chaque dimanche dans l'après-midi dit sa messe à des fidèles qui écoutent vraiment religieusement. Connaissez-vous cet évêque? Si vous le connaissez, dites-nous ce que vous pensez de son travail, ce que vous pensez de sa messe. Je voudrais d'abord faire une observation mineure à l'endroit du M66 parce que moi j'ai dit dès le départ que je joue et je vais continuer à jouer l'intelligence collective jusqu'à la fin. Qu'il y a des choses que nous pensons, des choses que nous considérons comme étant vraiment de bonnes façons de faire. Mais dans un pays, il n'y a pas qu'un seul individu au fait qui met en avant son intelligence. Que les Togolais doivent apprendre au fait à jouer collectif. Et ça, je ne cesse de dire cela. Mais cela ne m'empêche pour autant de faire des observations critiques, mais de façon respectueuse. Ce sont des jeunes auxquels j'ai toujours exprimé mon admiration dès le départ. Et chaque fois que j'interviens ici, je dis ils ont mon soutien à 200%. Ouais. Je voudrais qu'on nuance un peu, c'est vrai. Je ne me sens pas du tout concerné. Et d'ailleurs, je ne voudrais pas que les gens me donnent un titre d'intellectuel, tout ça. Ça, c'est dans mon domaine, les gens qui peuvent le reconnaître, peuvent le reconnaître. C'est pas ça l'enjeu. Mais je ne voudrais pas que nos jeunes tombent un peu dans le piège où ils ont tendance à dire, à minimiser ou à méconnaître au fait le rôle des intellectuels dans une révolution. C'est une erreur au fait. Parce que au Togo, nous a toujours présenté des figures qui sont des diplômés universitaires, mais qui ne sont pas vraiment réellement des intellectuels. Des intellectuels, j'ai pris le temps quelque part de le définir, tout au moins en filigrane, tout au long de mon développement. Il y en a des milliers au Togo. Continuer à dire que à sous-estimer les intellectuels, c'est vraiment faire offense à des milliers de Togolais qui sont vraiment de grands intellectuels que je connais moi sur les continents sur lesquels je suis passé. Donc je voudrais vraiment que là, ça c'est je le dis tout de suite, une remarque à notre grand frère, à notre frère, c'est pas qui est plus âgé, mais c'est pas le plus important, Zaga. Il a fait une intervention très intéressante à ce niveau-là, mais il lui manquait juste au fait peut-être la perspicacité pour nuancer un tout petit peu. Mais c'est pas grave, c'est pas une faute, c'est pas du tout ça, non. Et ils sont dans leur rôle, ce sont pas des intellectuels. Ils mobilisent, ils font tout ce qu'ils vont faire. Mais je ne voudrais pas qu'on décourage parce que
derrière les stratégies que nous utilisons, tôt ou tard, sont des intellectuels quand même qui vont diriger notre pays plus tard. Et nous avons la chance d'avoir un premier président qui est un grand intellectuel et qui nous a légué au fait justement un héritage là. Ne sous-estimons pas cet héritage-là. Les Togolais ont été toujours connus vraiment comme des gens brillants. Et je voudrais profiter pour réitérer ce que Zaga lui-même a dit. Que les Togolais ne se sentent pas intimidés devant un intellectuel. Un intellectuel, un scientifique, c'est pas un surhumain. Dans son domaine, oui, souvent nous avons la connaissance, le savoir qui nous rend un peu des fois c'est un combat entre nous les intellectuels. Mais c'est pas ça l'enjeu. Mais que les Togolais ne se laissent pas intimider par ce régime avec ces diplômés qui viennent sur les plateaux télévisés et qui racontent de n'importe quoi sans être capables de faire des confrontations intellectuelles. Je ferme les parenthèses à ce niveau-là. Maintenant, concernant notre cardinal, c'est une chance que nous avons. C'est une chance que nous avons. Nous nommons ici Monsieur Ferdinand Haïté. Mais quand on dit élite intellectuelle, qu'est-ce que les gens mettent là-dedans? C'est une élite intellectuelle. Bien sûr. Généralement, quand on parle des élites, on parle des poètes, même des élites, on parle des élites militaires. On parle des élites des artistes. Nous ne sous-estimons pas les gens. Le travail que ce monsieur fait avec son équipe, et il a dit aujourd'hui dans la messe, il fait ce travail avec une équipe. Mais moi, je ne sais pas vraiment comment est-ce qu'on pourra récompenser ce monsieur un jour. Vraiment. Mais moi, je suis de ceux qui disent qu'il ne faut pas rendre tout le temps des hommages post-optum. C'est ça, comment on dit ça? En tout cas, après la mort de quelqu'un, post-mortem. Bref, le mot ne vient plus directement. Non, posthume. Mais un hommage posthume. C'est ça. Exactement. Mais ça, les Togolais doivent tout le temps, c'est que rendre grâce à Dieu et puis à nos ancêtres pour sa vie. Et pour moi, le travail qu'il fait, il est inégalé, inégalable. C'est un travail de fourmi. Des fois, quand je suis là, je discute avec des gens. On fait partie quand même des groupes de réflexion et tout ça. Je dis, mais le monsieur, il est tellement organisé. Il a tellement organisé, structuré des informations sur le Togo à tel point que je me demande quel est le pan. Quel est le pan du Togo sur lequel le monsieur n'a pas d'informations? Le monsieur connaît toutes les rues du Togo, le monsieur connaît tous les anciens bâtiments, les nouveaux bâtiments, les anciennes rues, les nouveaux... C'est une chance que nous avons. Et je ne le dis pas ici pour flatter, parce que je ne supporte pas moi-même la flatterie. Et donc quand moi je adresse ça, je le dis avec beaucoup de sincérité. Moi je lui demande tout simplement de garder son humilité, de garder sa sobriété, de garder sa modestie. Et c'est ces intellectuels-là dont nous avons besoin, que les Togolais ont besoin. Et je finis en disant, en revenant à ce que j'ai dit dès le départ, quand je rendais hommage au premier président donc, de la République togolaise, il n'a pas cherché au fait à avoir le badge ou l'étiquette d'un panafricaniste. Pourtant, l'histoire nous dit qu'il a été et qu'il est un grand panafricaniste pragmatique. Oui. Merci, docteur Cyril. Bon, d'abord, des applaudissements pour mon commandant, des applaudissements. Merci à vous deux pour le travail. Grand merci. Bien, tout à l'heure, on va donner la parole à ceux qui voudraient la prendre, ceux qui voudraient poser des questions ou bien apporter leur contribution. Alors, je ne sais pas si ici, j'ai encore mes modérateurs ou bien ils sont allés se coucher. Oui, moi, je n'ai rien dit sur le cardinal de dimanche. Oui, mais j'avais voulu que toi tu parles du M66 et que il parle du cardinal. D'accord. Bon, mais non, tu as la parole aussi. Non, puisque tu as parlé du M66, le docteur a parlé aussi du M66. Alors, tu as le droit, je ne suis pas injuste, tu as le droit de parler du cardinal. Je voudrais tirer un chapeau au docteur Cyril qui l'a fait en dépit de
de la distance qui les sépare, il a vraiment peint d'une manière magistrale. Voilà. Ce cardinal, moi, je l'ai connu sur le terrain, au Togo. Quand nous étions en prison, il était le seul journaliste en qui les prisonniers avaient confiance, et les petits mots qu'on écrivait en cachette sur les cartons de Moutiké là, donc lui était destiné. Et je me rappelle, moi j'étais enfermé au camp chez les Belevers. Je me rappelle que les jeudis comme ça, je regardais par les costras et tous les militaires étaient blancs. Puisque c'est le jeudi qu'il arrivait, qu'il allait sur la radio Canal FM à partir de 11h30 jusqu'à 12h30. Et il était très percutant. Voilà. Malgré les menaces qui planaient sur sa tête, il avait un talent extraordinaire en matière de recherche des informations et la manière dont il les transmettait sur les radios. Voilà. Donc, à notre sortie de prison, la première personne en qui j'ai rendu visite, c'était lui. Voilà. Juste pour le remercier pour tout le boulot qu'il avait fait pour nous. Il était le seul à parler de nous sans peur, parce que tous les autres avaient peur de parler de nous, parce que nous étions des pestiférés, puisque accusés de coup d'État. Mais Ferdinand était le seul journaliste qui parlait de nous avec sa verve là, qu'on connaît. Voilà. Et son talent était extraordinaire. Bon, j'étais en exil, je le suis jusqu'à présent. Quand nous avions relayé la manière dont il a été persécuté dans ses cachettes, jusqu'à son départ en exil. Voilà. Et quand il est sorti du pays, moi-même, je me suis dit que le régime là en aura pour son compte. Parce que, à l'intérieur du pays là, M. Ferdinand a travaillé à 20% seulement. 20% de sa capacité. Et à l'extérieur, où il a sorti la liberté. Il a sorti tout l'arsenal. Voilà, la liberté et l'état de droit, la protection des journalistes à l'extérieur, surtout dans le pays dans lequel il vit. Je me suis dit que là, il donnera des coups de poing terribles. C'est ce qu'il est en train de faire avec compétence, avec, je ne sais pas, avec tout le talent professionnel qu'on lui connaît. Bon vent à lui et qu'il soit vraiment soutenu. Parce que le travail qu'il a bas est un travail de titan et c'est lui qui nous permet d'avoir les informations fraîches en provenance de notre pays. Et ça, c'est vraiment capital. Merci à lui et merci à toute son équipe. Tout ce qu'ils sont en train de faire là. Ce qui est sûr, la nature est là. Elle va les récompenser. Merci beaucoup. Merci beaucoup au développeur, à mon commandant, merci au revoir à moi pour cette intervention. Maman, j'aime bien. Moi, tu as le Amazon. Vous avez écouté, merci au revoir à moi, l'ex-commandant du gouvernement togolais là. Il a dit cette vérité, non? Il a parlé ici. Vous avez écouté, vous savez que c'est rentré dans vos oreilles là. Si je comprends bien là, tout ce que monsieur Olivier Ahmad dit là, il a parlé de choses, mais ce qui me retient c'est là, il dit que non, le pacifique là, bon, faire du pacifique pour la lutte là, ça va rien arranger, ça va rien changer, ça peut pas déloger, monsieur Ford à son bas, ça zone là-bas. Moi, tu as le Amazon. Vous savez non, pour d'habitude comme d'habitude là, quand les choses sont comme ça, le nom doit mettre le poste là, et là,
Mon point sur le U là, ma question c'est de savoir si le parti civil ne peut pas le faire là, si la masse ne peut pas le faire là, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va déloger à ce gouvernement de Fana Sangba? Moi, ça le Mazamazon. Comme bon homme de Togolais là, je suis à l'écoute, vous avez dans les commentaires, c'est possible là, c'est le Noman, vous savez. Fikaode, Oshibe, Kekem, le Noman, vous savez. Likez, abonnez-vous et activez la cloche.